Bonjour tout le monde. Il est midi 15. Je crois qu'on peut commencer ce premier webinaire de K2 appelé les Midi JMAP. Je me présente, Luc Vaillancourt de la compagnie Balise. J'ai été invité par Jacques à animer cette série de webinaires qui commence par une présentation de la nouvelle plateforme JMAP Cloud. Je ne sais pas si Jacques est avec nous. On pourrait commencer par demander à Jacques qu'est-ce qui lui a fait penser à amener une série de webinaires comme ça? Oui, allô Luc, comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Oui, je te posais la question pour tester mon son, voir si ça marchait. C'est avec le OK. microphone marche. En fait, ça va bien, oui, ça va bien. On a eu un automne très occupé avec justement la sortie de Gemma Cloud dont Jean-Robert va nous parler. Et Géo Montréal la semaine dernière aussi avec de belles rencontres, de belles conférences. En fait, pour répondre à ta question, on pensait cette année de faire, d'une part, on a fait dans le passé, surtout depuis la COVID, beaucoup de webinaires, mais c'était toujours ponctuel avec une thématique qui se présentait. Euh, on a fait aussi notre dernière conférence des utilisateurs en virtuel. Tu étais l'animateur là, à l'automne 2020. Oui. Cette année, on pensait de faire un user conference en présentiel, mais compte tenu de la charge de travail qu'on avait, avec toutes nos activités, d'une part, et d'autre part, on a sondé des clients, savoir si ils étaient partants pour un user conference en présentiel. Puis la plupart nous ont suggéré d'y aller dans le virtuel. Donc, on s'est dit, pourquoi pas faire une série mensuelle, des présentations mensuelles de webinaires qui, à la fois, nous permettent de présenter des nouveautés comme aujourd'hui, nous-mêmes, là. Et puis, par la suite, des clients et ou des partenaires pourront aussi présenter ce qu'ils font avec le produit. Donc, c'est des Excellent. lunch and learn, très simples et puis bien organisés avec un bon animateur, qui est Luc Vaillancourt. Excellent. Dis-moi, Jacques, as-tu un scoop ou deux sur les prochains webinaires? Oui, en fait, le prochain va être en novembre. Vous allez être informé de ça. C'est Info Excavation. C'est Jean-Guy Côté, le président directeur général. Je ne sais pas si Jean-Guy va être accompagné de collègues, là, mais InfoEx vont nous présenter ce qu'ils font avec GMAP chez eux. En janvier, il y a une petite confirmation à voir, mais ça sera la ville de Bécancour. Les travaux Excellent. publics de la ville qui nous présentent l'usage qu'ils font de GMAP dans leur quotidien. Donc, un bon mélange entre des présentations techno comme celle d'aujourd'hui, puis des études de cas, des cas clients comme les deux prochains. Exactement. Puis on va le faire Excellent. en continu, en DevOps. Hein? On est OK. rendu. Ouais. Dis-moi, Jacques, est-ce que tu peux nous présenter la nouvelle venue, Frédéric Vizina, là, qui est Oui, bien sûr. Bien sûr, Frédéric s'est jointe à nous il y a de ça 6 ou 7 semaines, là, c'est tout récent. Alors, elle a tout de suite été chargée d'organiser Géo Montréal, le Salon des exposants, etc. Donc, je la laisse se présenter. Elle est aux communications et au marketing chez nous. Oui, Bonjour, bonjour. Frédéric. Oui, bonjour. Alors, oui, je m'appelle Frédéric. Je suis bien contente d'être avec K2. Euh, c'est un nouveau domaine pour moi, alors je suis bien contente d'y faire partie et j'espère que vous allez apprécier ce qui s'en vient pour K2 Géospatial et suivre l'actualité. Merci. très bien. Merci, Frédéric. Il y a eu beaucoup de logistique là, pour organiser un webinaire, donc merci pour ton travail. C'est en continu. Jacques, je ne sais pas si tu vas faire une réapparition à la fin. Je ne sais pas si tu vas ajouter un mot avant de passer la parole à Jean-Robert. Oui, bien, juste en quelques mots, GMAP Cloud, vous allez le voir, c'est super intéressant. C'est la solution cloud de GMAP Service, on pourrait dire, mais c'est un nouveau produit, c'est pas une adaptation. Là. Jean-Robert va bien le présenter. Mais ça s'est fait, ça, dans la continuité de l'évolution de GMAP. Pour ceux qui utilisent GMAP, vous savez que, bon, en 2000, la première version est sortie en 2000, et depuis ce temps, bien, il n'y a pas eu de développement de très majeur qui nécessitait des migrations longues et fastidieuses et coûteuses. Donc, GMAP a évolué toujours dans le temps de façon vraiment continue, sans développement disruptif. Et GMAP Cloud, ben, c'est la continuité de ça. C'est le Cloud Solutions qui va connecter avec GMAP Server. Là. Puis GMAP Server, évidemment, est utilisé par 500 clients actuellement. Donc, ça va nous permettre, ce que Jean-Robert va présenter, ça va permettre à nos clients
d'éventuellement passer vers le cloud, mais peut-être avec progressivement, avec des solutions Ouais. hybrides. Ouais. En résumé, puis Jean-Robert va bien le parler, c'est un ou l'autre ou les deux ensemble. C'est Gmap Server, c'est Gmap Cloud ou un mix des deux. Exactement. Toutes ces réponses sont bonnes. Puis, en fait, on a déjà des premiers clients là, qui passent progressivement au cloud, mais on a tellement, avec Gmap, tellement de legacy système connecté. C'est une plateforme de connexion de Gmap Server, donc on ne peut pas passer du jour au lendemain dans le cloud. Donc, nos clients vont y aller à leur vitesse. Une approche prudente. Ouais. C'est bien. Alors, moi, je ne vais pas réintervenir, peut-être à la fin, mais je laisse la parole Oui. à Robert. Donc, Jean-Robert va se présenter et présenter aussi, partager son écran. Donc, lui et moi, on verra. Ce que je vais ajouter d'un point de vue logistique, c'est que je vais être votre porte-parole d'un point de vue question. Donc, ne pas hésiter à utiliser le module que vous voyez en bas, Q&A, question et answer, question-réponse. Puis, je vais pouvoir soit attendre à la fin ou me permettre d'interrompre Jean-Robert avec des questions selon le sujet du moment. Donc, ne pas hésiter à utiliser ce module. Bonjour, Jean-Robert. Bonjour Luc, ça va bien? Oui, toi. Ça va très bien, merci. Bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui pour cette présentation dans laquelle j'aurai l'occasion de vous parler de Gmap Cloud. Vous voyez bien mon écran? Oui, parfait. Alors, allons-y tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que Gmap Cloud? Alors, voici l'ordre du jour de la présentation d'aujourd'hui. On va parler de la plateforme, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait. On va parler du portail de Gmap Cloud, qui est l'interface graphique d'administration de Gmap Cloud, de GMAP-NG, qui est l'interface cartographique de consultation et d'édition des données. On va parler aussi, on va insister sur le sujet de la synchronisation entre Gmap Server et Gmap Cloud, qui va permettre de migrer des données, des projets directement dans Gmap Cloud à partir de Gmap Server. Je vais vous faire quelques démonstrations rapides du portail de GMAP-NG. Je vais même faire une synchronisation en direct d'un projet Gmap Server vers Gmap Cloud. Quelques mots ensuite sur les API, sur les possibilités de développement avec la plateforme et une période de questions et réponses à la fin. Alors, qu'est-ce que c'est Gmap Cloud? J'ai essayé de résumer dans une phrase la définition la plus complète, la plus exacte possible de la plateforme. Ça se lit comme suit. Plateforme info-nuagique, géospatiale, moderne, ouverte, compatible avec Gmap Server, axée sur les API, destinée aux utilisateurs de Gmap et aux développeurs d'applications. Donc, chaque mot de cette définition-là est bien choisi et pesé. Moderne, c'est parce que la plateforme, elle est nouvelle, elle est faite, développée sur des stacks, des technologies récente, moderne. Elle est ouverte par son ouverture au format de données, à la possibilité de connexion actuelle et future aux différents systèmes, aux différents services cartographiques qui existent sur le web. Elle est compatible avec Gmap Server, je l'ai déjà dit, donc l'échange de données entre les deux, c'est super important. Axé sur les API. On a développé Gmap Cloud en pensant beaucoup aux développeurs d'applications qui allaient pouvoir intégrer des fonctions de Gmap Cloud, incluant la visualisation avec GMAP-NG à l'intérieur de leurs applications cloud, de leurs applications web. Alors, il y a un focus très fort qui a été mis au niveau des API. Elle est destinée aux utilisateurs de Gmap actuels et futurs, donc justement par le lien entre Gmap Server et Gmap Cloud, ça se matérialise de cette façon-là, entre autres, et aux développeurs d'applications qui pourront utiliser les API pour réaliser des intégrations intéressantes. Parlons d'abord du portail de Gmap Cloud. C'est une interface graphique conviviale et facile à utiliser qui permet de faire un certain nombre de tâches à l'intérieur de votre compte Gmap Cloud. Donc, par exemple, téléverser des données, connecter à des services de données externes, créer des projets, gérer les permissions, inviter d'autres utilisateurs à joindre votre organisation et bien d'autres choses. J'aurai l'occasion de vous le démontrer dans un instant. Voici quelques saisies d'écran de Gmap Cloud Portail. Bon, vous voyez qu'on a un mode sombre et un mode clair selon les préférences de chacun. Vous avez un écran ici où est-ce qu'on voit des données qui ont été transférées sur la plateforme. On peut visualiser directement
à l'intérieur du portail les données qu'on pose dessus. Et vous avez une interface qui s'appelle le Studio, qui permet de créer les couches et de définir leur symbologie, leurs propriétés, pardon, directement à l'intérieur de l'outil. GMAP Cloud Studio est un outil qui est encore en développement actuellement. Évidemment, puisqu'on avait l'occasion de développer à partir de zéro GMAP Cloud, on en a profité pour intégrer le support des nouvelles tendances, des nouveaux standards de l'industrie de la géomatique. L'OJC a mis en place, est en train de mettre en place des nouveaux standards, de nombreux nouveaux standards pour remplacer les anciens, qui sont tous basés sur le principe de REST API, l'API REST. Et donc, nous, en développant GMAP Cloud, on a justement profité de l'occasion pour intégrer certaines nouvelles normes de la géomatique, notamment le OJC API Features, le OJC API Processes, donc qui remplacent des standards WFS et WPS, par exemple. Bien entendu, GMAP Cloud supporte des standards comme WMS, fait un usage très important du filage vectoriel de type MVT, Mapbox Vector Tile, fait un usage aussi très grand du format GeoJSON pour l'échange de données. Ici, on parle de sécurité. C'est important de bien comprendre et de définir les aspects de sécurité de la plateforme. D'abord, il y a le concept d'organisation, qui est un concept très important dans la plateforme GMAP Cloud. Lorsqu'un client va se créer un compte dans la plateforme, il va le faire au nom de son organisation. Donc, une organisation définit, dans le fond, un client, Aéroport de Québec, Ville de Trois-Rivières, par exemple, c'est des organisations. Et à l'intérieur de l'organisation, les administrateurs vont pouvoir inviter d'autres personnes à se joindre et en leur donnant des différents rôles, 3 principaux rôles qui sont gérés par la plateforme. Administrateur, ça va faire des tâches plus axées sur la gestion de l'organisation elle-même. Donc, inviter d'autres personnes, gérer les comptes, gérer certains aspects de la sécurité, créer des clés d'API, des choses comme ça. Le rôle d'éditeur, lui, permet aussi d'accéder au portail, mais dans un objectif de créer de la donnée, de créer des projets, de connecter des nouvelles sources de données, de téléverser des nouveaux fichiers sur la plateforme, etc. Donc, de créer des projets avec leurs couches qui vont être prêts à être diffusés aux utilisateurs. Et le troisième rôle, les visualisateurs. Donc, ce sont les gens qui n'accèdent pas au portail de GMAP Cloud, mais qui vont se connecter aux applications GMAP-NG ou autres pour consulter la donnée, interagir avec la donnée cartographique. Il y a une gestion des permissions qui est faite sur les projets et les sources de données qui va être donc établie par les éditeurs. Ceux qui vont créer les projets vont pouvoir accéder, donner des rôles, donner des permissions aux membres de l'organisation d'accéder à tel ou tel projet. Donc, un peu comme dans GMAP Server actuellement, la gestion des permissions se fait au niveau du projet. Il est possible aussi de définir des projets comme étant publics pour lesquels aucune authentification n'est requise. Des projets, par exemple, qui pourraient être diffusés pour les citoyens ou pour les utilisateurs à l'extérieur de l'organisation. Donc, ces gens-là n'ont pas besoin de compte, n'ont pas besoin de s'authentifier, ils peuvent rentrer directement dans des projets de GMAP Cloud qui sont publics. Évidemment, GMAP Cloud, c'est une plateforme cloud multi-tenant, multi-entité. Ça veut dire que la même infrastructure est partagée par tous les utilisateurs de toutes les organisations. Mais c'est important de mentionner que chaque organisation est isolée, une par rapport à l'autre. Donc, les gens de l'organisation A ne voient pas les données de l'organisation B. Mais le fait que tout soit sur la même plateforme peut ouvrir des portes aussi à du partage de données entre organisations, ce qui peut être super intéressant. Donc, l'aspect compatibilité entre GMAP Server et GMAP Cloud est très important pour justement permettre
une migration ou un travail à la fois dans GMAP Server et à la fois dans GMAP Cloud pour tirer profit du meilleur des deux mondes, du monde local on-premise puis du monde du cloud. Donc, on va le voir tout à l'heure en démonstration. Il est possible de connecter votre instance de GMAP Server à votre compte GMAP Cloud. Et par la suite, une fois que c'est fait, vous pouvez synchroniser des couches ou des projets entiers de GMAP Server vers GMAP Cloud. En faisant ça, votre projet va exister dans le cloud, une copie conforme de votre projet. Et avec les options de synchronisation qu'on fournit dans GMAP Server, dans l'interface GMAP Admin de GMAP Server, vous avez différentes options pour effectuer une synchronisation manuelle ou en mode automatisé. En mode automatisé, en temps réel, ça veut dire que dès que vous allez faire un changement à votre projet GMAP Server ou dès que les données vont être modifiées dans votre GMAP Server, ben, les changements vont être répliqués de façon automatique vers le projet GMAP Cloud. Donc, vous aurez toujours un projet GMAP Cloud qui est fidèle, qui est parfaitement synchronisé avec celui que vous avez en local sur GMAP Server. Excuse-moi, Jean-Robert, je pense que c'est assez important vu les 20-25 ans d'existence en web mapping de K2 géospatial. Cette slide-là est très importante dans le sens où c'est comme un point d'intersection entre les installations, la clientèle et une approche futuriste cloud. C'est quoi un cas typique où tu verrais un client mature GMAP Server dire ah, j'ai des options nouvelles côté cloud? Est-ce que ce serait pour faire une carte grand public? Ce serait quoi une étude de cas très typique d'une bonne utilisation hybride? Donc, est-ce que c'est pour une carte publique? Ça serait-tu un bon exemple? Oui, c'est une bonne question, Luc. Je vois plusieurs cas possibles. Évidemment, le cas de l'application grand public a beaucoup de sens. Elle permet à l'organisation, avec ses données internes, ses bases de données, ses systèmes, de mettre quelque chose en ligne sans avoir à ouvrir ses systèmes, sans avoir à donner accès à ses infrastructures privées, sans avoir non plus à déplacer ses bases de données dans le cloud ou quoi que ce soit. Donc, tout ce que GMAP Server voit comme information, connaît à travers le projet et les couches, c'est ça qui est transféré vers GMAP Cloud. Et donc, oui, ça, c'est un beau cas d'usage. Un autre cas d'usage, ça serait une organisation qui désire migrer complètement vers le cloud. Elle pourrait y aller progressivement. Elle pourrait dire, je vais commencer avec un ou deux projets que je vais garder privés, qui ne sont pas destinés à être publics, mais que je vais transférer vers GMAP Cloud et garder à l'interne d'autres systèmes qui sont plus critiques ou qui sont trop interconnectés avec des données locales. Et donc, un processus de migration graduel peut être aussi un cas d'usage intéressant. C'est des bons exemples. Je suis sûr que tu en as un troisième, puis j'ai le goût d'en lancer un. C'est aussi une belle façon de travailler système à système. C'est-à-dire que tu peux rendre disponible des couches et de la donnée et laisser une autre application ou un autre système de plainte, système d'appel, système 911, profiter de cette information-là sans qu'il y ait besoin de taper en interne pour les mêmes raisons qu'une carte publique, mais ce serait système à système. Sûrement un exemple que vous faites avec vos développeurs partenaires. Exactement. Puis c'était mon troisième cas, justement, pour partager de la donnée. Évidemment, quand on travaille avec des fournisseurs de solutions cloud, c'est beaucoup plus facile de travailler avec des données qui sont dans le cloud. Alors, oui, en faisant ça, en mettant des données dans GMAP Cloud, elles deviennent accessibles à des développeurs d'applications qui pourraient vouloir utiliser ces données-là pour servir le même client, là. On s'entend. Mais ça devient une façon facile de rendre ces données-là disponibles à ce fournisseur de solutions cloud-based. Exactement. Tout à fait. J'ai le goût d'en inventer une quatrième. Est-ce que ça pourrait servir à faire un portail plutôt simple en open data, soit en visualisation, soit en téléchargement pour une municipalité ou une organisation publique? Absolument, absolument. Puis étant donné que GMAP Cloud utilise des standards de la géomatique, il est facile de développer des interfaces qui permettent, puis étant donné nos API aussi, il est très facile de développer des portails qui vont lister les données disponibles, puis avec des métadonnées, puis permettre de visualiser ces données-là, de les extraire à travers les standards open
OGC API Features, par exemple, permet de faire ça. Donc, d'aller chercher la définition, la liste des collections et même en faire des extractions de données pour les visualiser dans un autre outil que les nôtres. Tout à fait possible, oui. C'est excellent, je te laisse aller, mais je pense que historiquement, c'est la slide qui a 25 ans, c'est celle la plus significative. Oui, tout à fait. Sur le même sujet, si ici on voit comment est-ce qu'on peut créer cette connexion-là entre GMAP Server et GMAP Cloud. Donc, dans GMAP Admin, vous avez une section GMAP Cloud. Si vous avez une version récente de GMAP Server, vous avez une section GMAP Cloud dans la section des paramètres. Et vous pouvez entrer ici l'information qui va vous permettre de connecter votre GMAP Server à votre compte GMAP Cloud. Vous remarquez à droite ici l'identifiant d'organisation. Ça, c'est un identifiant unique. Lorsque vous créez votre compte dans GMAP Cloud, vous avez cet identifiant-là qui est disponible et qui vous identifie comme organisation de façon unique. Vous avez aussi un autre paramètre important ici qui s'appelle la clé d'API. Donc, vous, comme administrateur de votre organisation GMAP Cloud, vous pouvez générer ces clés d'API-là et la mettre directement dans votre interface de GMAP Admin. Ce que ça permet de faire, cette clé-là, c'est comme si on donnait un jeton, une autorisation à votre GMAP Server de parler en votre nom à GMAP Cloud. Et un dernier paramètre ici, qui est un compte utilisateur sur GMAP Cloud, qui va devenir le propriétaire des données qui vont être transférées. C'est plus pratique de mettre ici un identifiant de l'utilisateur pour pouvoir après facilement aller dans le portail puis voir les projets et les données qui ont été transférées. Donc, voilà pour ça. Excuse-moi de t'arrêter ici parce que je vois d'autres choses existantes. Là. Je ne sais pas si les gens le voient, mais non seulement tu peux te connecter à JMAP Server, puis c'est évident, mais aussi à d'autres instances. On voit des mots-clés comme Mapbox, Bing ou Google. Ça veut aussi dire que tu redeviens un hub où est-ce que tu veux profiter du contenu et des capacités d'autres plateformes pour enrichir la tienne et les cartes qui sont faites. C'est un peu ça, en bas? Oui, mais Luc, ça, c'est l'interface de GMAP Server qu'on voit ici. Donc, ça, c'est des capacités existantes dans GMAP Server de consommer des services de Google, de Bing, de Mapbox et d'autres pour aller chercher des fonds de cartes, par exemple. C'était de l'existant. Fait qu'on Oui. continue, c'est pas perdu. Parfait. L'application GMAP NG que vous avez déjà vue, que vous connaissez, que vous utilisez déjà peut-être, parce qu'elle est disponible depuis déjà plus de 2 ans dans le GMAP Server. C'est une application web moderne et qui tire avantage de la capacité d'affichage des données vectorielles des navigateurs d'aujourd'hui avec la technologie WebGL. La même interface cartographique GMAP NG est aussi l'interface de consultation de données de GMAP Cloud. Donc, si vous aviez des projets sur GMAP Cloud et des projets sur GMAP Server ensemble, par exemple, vos utilisateurs ne verraient pas la différence au niveau de l'interface utilisateur. C'est exactement le même look and feel, la même interface, avec à peu près le même niveau de fonctionnalité pour les deux. Donc, ça veut dire que ça facilite la transition, pas besoin de faire des formations d'utilisateurs, etc. On travaille actuellement sur le support de la 3D directement dans GMAP NG. Donc, c'est une interface qui permet ça. Donc, je l'ai mentionné, qui est moderne et hautement interactive, qui permet de vraiment naviguer très rapidement sur les données et de faire un paquet d'opérations intéressantes. Cette interface-là de GMAP NG, elle sert aussi de SDK pour les intégrateurs de solutions. Les développeurs qui voudraient intégrer une visualisation Carto dans leur application web, dans leur application cloud et web, peuvent utiliser GMAP NG et son API pour faire ce genre d'intégration-là. Vous connaissez aussi les utilisateurs de GMAP Server qui utilisent la plateforme depuis un certain temps. Vous connaissez aussi le concept d'extension. Les extensions existent dans GMAP depuis très longtemps. En gros, ce sont des modules ou des plugins qui permettent d'étendre ou d'ajouter des nouvelles fonctionnalités aux interfaces cartographiques de GMAP.
Historiquement, beaucoup d'applications, d'extensions se sont développées pour GMAP Pro, mais aussi dans les dernières années pour GMAP NG. Et donc, sur la plateforme GMAP Cloud, le concept d'extension existe aussi. Et GMAP Cloud propose un magasin d'extensions, un, un marché, un market, un app market pour les extensions. Donc, ces extensions-là, pour GMAP NG, sont déployées, enregistrées dans la plateforme GMAP Cloud. Ils deviennent disponibles pour les administrateurs de l'organisation, comme dans un menu, pour choisir exactement quelles extensions doivent être activées pour votre organisation. Ces extensions-là, souvent, travaillent avec des systèmes et des données de partenaires externes à K2 Géospatial et peuvent requérir un abonnement à ces services-là. Les extensions qui seront bientôt disponibles, IsoGeo pour les métadonnées, Xeos pour la photo et les villes 3D, Trifid aussi pour les données relevées sur le terrain, Infinity AI pour l'IoT, Jakarta pour des relevés terrain aussi, et GeoSapiens pour les données d'inondation. Donc, vous voyez déjà dans la section, dans l'image de gauche, un exemple d'extension, dans ce cas-ci, de Jakarta, intégré directement à GMAP-NG, superposé avec vos données géométriques à vous, mais avec en plus bonifié par les données du fournisseur externe. C'est bien, Jean-Robert, ici, je pense que c'est une autre slide importante pour montrer, puis tu l'as bien dit, des extensions non seulement en fonctionnalité, je pense à IsoGeo puis Infinity AI, mais beaucoup aussi en contenu que le monde municipal peut-être utilise déjà de part et d'autre. Mais Xeos, Jakarta, GeoSapiens, Trifid, c'est des fournisseurs de contenu, donc il y a une extensibilité en contenu, super intéressant. Puis tout à l'heure, quand on est arrêté parler de exemple, portail de données ouvertes ou autre, votre partenariat avec IsoGeo, firme française qui était à Géo Montréal aussi. C'est intéressant parce qu'eux, ils poussent à fond le concept là, de catalogage et tout ça. Vous avez des concepts déjà en place, mais en connectant les deux, c'est très puissant. Je crois que votre client, la ville de Shawinigan, est un bel exemple d'intégration des deux, si je peux me permettre. Absolument. Alors, je vais passer à la partie démonstration. Premièrement, je vais vous montrer. Oui. Jean-Robert, j'ai une question qui est quand même dans l'air du temps, une question qui vient du public. Là. C'est écrit, si je souhaite créer un portail de données ouvertes avec mes données JMAP Server, puis utiliser le pont JMAP Cloud, est-ce qu'il y a une limite de requête à l'API pour que le public y accède? Parce que le cloud, on sait que ça roule selon une lourdeur de commandes et de demandes. Donc, votre API, est-ce qu'elle est euh, limitée ou est-ce qu'il y a un compteur? Comment ça fonctionne, les limites API et appel d'une application publique? Oui, c'est une bonne question. À l'heure actuelle, il n'y a pas de limite sur l'API, sur l'usage de l'API. Les appels d'API sont comptabilisés, mais on ne fait rien avec cette information-là jusqu'à maintenant, et puis on ne limite pas non plus le nombre d'appels. Évidemment, tout ça est appelé à évoluer dans le temps. Le GMAP Cloud, c'est une plateforme vivante qui évolue continuellement. Pour l'instant, c'est là qu'on en est aujourd'hui. Il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. C'est bien, on te laisse en démo. Merci. OK. Je vais rentrer directement. Avant d'aller là, excusez-moi, je vais juste dire un mot sur le site web de GMAP Cloud. C'est l'URL gmapcloud.io qui vous amène sur cette page-ci qui est pleine de ressources, d'informations sur le fonctionnement de la plateforme en général, sur un beau diagramme qui illustre bien les possibilités d'interconnexion de GMAP Cloud avec le monde extérieur et de la documentation. Évidemment, si vous voulez en savoir plus, céduler une démonstration ou avoir un compte d'essai, vous pouvez nous contacter directement par le formulaire qui est ici. Donc, vous avez aussi le lien de connexion directement en haut comme ça. Alors, moi, j'appartiens à deux organisations. Je vais me connecter à celle de K2 Géospatial.
Voilà. On arrive sur le portail, la section tableau de bord du portail. Dans le tableau de bord, on a une vue d'ensemble des données, des ressources qui existent pour notre organisation. Donc, volume de données, sources de données, projets, clés d'API. Plein de liens vers des documents ici d'aide à l'utilisation ou pour le développement. Vous avez une section aussi données qui vous présente vos sources de données et les fichiers aussi qui ont été transférés pour créer ces sources de données-là. Je vais faire une démonstration de ça tout à l'heure. Vous avez une section projet qui vous montre les différents projets que vous avez dans votre organisation, qui vous permet aussi de faire plein d'actions au niveau de ces projets-là, de gérer les permissions, etc. Vous avez une section qui vous montre une liste de tâches qui se sont exécutées, qui ont été exécutées par vous sur la plateforme. Si vous êtes administrateur, si vous avez le profil administrateur, vous avez aussi une section organisation qui vous permet de voir plein d'informations, dont l'identifiant dont je parlais tout à l'heure pour connecter GMAP Server à GMAP Cloud, une section clé d'API, une section membres dans laquelle vous pouvez inviter des nouveaux membres à se joindre, à se connecter, et une section, une sous-section des invitations en cours. Donc, voilà pour l'aperçu du portail. Je vais vous faire une démonstration en allant placer des nouvelles données sur GMAP Cloud. Je vais utiliser pour ça des fichiers que j'ai ici en local sur mon poste. Alors, je vais vous montrer comment on créerait une nouvelle source de données, par exemple de type GeoJSON avec fichier Montréal Géobase. Donc, ce sont des données ouvertes de la Ville de Montréal. Je m'en vais ici dans créer une source de données spatiale. Je choisis le type fichier de données. Et là, je peux sélectionner mon fichier sur mon disque ou simplement glisser-déposer. Oups. Glisser-déposer mon fichier, comme ceci. Le fichier est téléversé sur la plateforme, analysé pour déterminer ses caractéristiques. Une fois que l'analyse est terminée, j'ai une interface qui me permet de terminer la configuration. Donc, le nom que je veux voir, que je veux utiliser pour cette source de données-là. La projection est déterminée automatiquement lorsque c'est possible. Dans certains formats de fichiers, ça peut être un peu ambigu. Alors, je vais choisir ici la bonne projection qui est 4326. On peut voir ici la possibilité d'ajouter, de définir un identifiant unique et la liste des attributs complète de mes données. Je peux ajouter une description partout, comme on le faisait dans GMAP Admin pour mes propres besoins. Et le concept d'étiquette est intéressant ici. Je peux qualifier mes données en créant des étiquettes que je peux réutiliser par la suite, qu'on va pouvoir utiliser pour trier, filtrer, rechercher nos sources de données. Je fais créer et il y a quelques étapes qui sont effectuées, une préparation, un traitement. Vous voyez mon étiquette ici interne qui peut me servir rapidement à localiser mes configurations, mes données par la suite. Donc, voilà. Donc, après quelques secondes, les données vont être prêtes à être utilisées. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer une autre façon de créer des sources de données. Donc là, j'ai demandé de créer une source de données. On m'a demandé d'uploader un fichier. Mais si j'ai plusieurs fichiers à téléverser, ben, je peux le faire aussi de façon plusieurs à la fois. Donc, je vais prendre ici, par exemple, ces trois fichiers-là. Je vais simplement aller les déposer dans la section de fichiers. Et je vois mes fichiers qui sont en train d'être téléversés. Donc, c'est une façon plus efficace si on a plusieurs fichiers à téléverser d'un coup, puis pour créer nos sources de données par la suite avec ces fichiers. Ou alors, si nos fichiers sont trop volumineux, si on a 40 gigs d'autophoto à pousser sur la plateforme, il est probablement plus efficace de le faire comme ça parce qu'on peut aller faire autre chose pendant ce temps-là, n'est pas bloqué ici et revenir quand nos fichiers sont finis de téléverser pour pouvoir les utiliser par la suite. Donc, vous voyez, mes trois fichiers ont été téléversés et sont prêts, sont analysés.
par la suite, si je veux créer ma source de données, je vais prendre mon fichier ici, compteur de vélo, CSV. Je crée une source. Juste aller vérifier la projection pour mon CSV, c'est 43,26. Dans le cas d'un CSV, je dois spécifier les bonnes colonnes. J'ai fait une erreur. Ici, ça va être longitude. Ben, je ne peux pas aller leur changer. Bon, peu importe, je vais le laisser comme ça. Tu peux lui jouer un tour en sélectionnant des mauvaises colonnes pour libérer l'autre. Ouais, j'aurais pu. J'ai pas eu le réflexe. Et je vais vous faire un exemple avec une orthophoto. Donc, je vais créer une source ici avec ma photo de 128 MB. Donc, c'est le nom que je vais donner par défaut, c'est le nom du fichier. La projection déterminée automatiquement, description, étiquette, je fais créer. Et si je retourne dans ma section source de données, je vois que c'est en traitement. Donc, si pendant ce temps-là, lorsque une source de données est déjà créée, je peux simplement faire un double-clic dessus pour aller voir un aperçu de ma donnée. Donc, on voit la géobase ici. Les données se chargent progressivement et donc je peux explorer ma donnée comme ça. Et je vois aussi un ensemble de propriétés de ma donnée. Je peux aller directement ici modifier le nom, modifier la description, les étiquettes et puis l'identifiant unique aussi de ma source. Lorsque ma photo sera prête pour aller visionner aussi, avoir un aperçu de ma photo. En attendant, je vais aller dans la section de projet, je vais créer un nouveau projet, je vais l'appeler ABC. Et là, vous voyez qu'on a un certain nombre de paramètres en termes de définition d'unité, de système de coordonnées, de couleurs, de langue aussi, hein, parce que GMAP Cloud est aussi multilingue en termes de définition de données, de projets, de configuration. Donc, je pourrais avoir mon projet qui s'appelle ABC, mettons, Ville de Montréal en français, City of Montreal en anglais. Donc, on peut comme ça définir des propriétés dans plusieurs langues. Lorsque mon projet est créé, voilà, il apparaît maintenant dans ma liste ici. Ce projet-là, si je reviens ici sur modifier, je peux le rendre public et obtenir un lien de partage comme ceci que je peux donner ou mettre sur un site web ou donner, envoyer aux gens pour qu'ils puissent accéder directement au projet public. Le projet public est indiqué ici par un petit cadenas ouvert. Donc, j'ai aussi une vue liste de mes projets qui indique bien là, clairement qu'est-ce qui est public, qu'est-ce qui est privé. De retour à à ma photo ici, elle est prête. Alors, si je fais un double clic dessus, ma photo, lors de sa préparation, elle a été convertie en format COG, en Cloud Optimized GeoTIFF pour un affichage hyper rapide. Elle a été aussi projetée en 3857 pour une utilisation facile en web mapping. Donc, voici le résultat. La photo est maintenant servie par GMAP Cloud. Une chose importante à savoir pour les fichiers qui sont transférés sur la plateforme, ils ne sont plus utilisés une fois que les données ont été préparées ou chargées en base de données spatiales ou transformées comme dans le cas des TIFF. Ils sont effacés automatiquement au bout de 10 jours. Donc, vous pourriez vouloir réutiliser ces fichiers-là. Ils sont laissés là pendant un certain temps, justement, pour permettre ça. Et ultimement, ils vont être effacés, ils ne sont plus requis du tout. Lorsque vous voulez mettre à jour les fichiers, les données d'une source de données, par exemple, vous pouvez simplement faire mettre à jour les données et téléverser un nouveau fichier pour les mêmes sources, pour les mettre à jour. Donc, voilà en gros la démonstration que je voulais faire dans le portail. Maintenant, si on va du côté de GMAPNG, j'ai un projet ici, Trois-Rivières, V3R, que je peux ouvrir directement à partir d'ici, mais que j'avais déjà ouvert et que la barre de Zoom m'empêche de voir. Je vais juste descendre un petit peu. Alors, voici un exemple. Le projet qu'on voyait dans le portail, c'est celui-ci.
avec des données de démonstration de Trois-Rivières qui sont directement servies par GMAP Cloud. Donc, c'est un projet qui a été importé directement de notre serveur de démonstration de GMAP Server. Donc, vous voyez un peu l'organisation des couches. Encore une fois, c'est une organisation de couches qui était déjà configurée dans GMAP Server, qui a été synchronisée. Donc, c'est pour ça. Je voulais vous montrer aussi le projet de la ville de Hampstead, avec leur permission. Ils sont en train, Hampstead, de migrer de GMAP Server vers GMAP Cloud. Et voici le projet GMAP Cloud de la ville de Hampstead. Donc, plusieurs données au niveau de la matrice graphique, au niveau des infrastructures, des égouts, etc. Vous avez ici un aperçu de toutes les couches qu'ils ont mis dans GMAP Cloud. Comme ceci. Donc, l'infobulle aussi configurée dans le projet de GMAP Server a été transférée vers GMAP Cloud. Et vous voyez aussi leur orthophoto. Ben, c'est leur photo à eux aussi qui a été transférée vers GMAP Cloud et qui est servie de façon très performante. Bien, Jean-Robert, c'est slick, comme les Anglais disent. Il nous reste quelques minutes. On a un petit mot de la fin aussi. Comment tu pourrais nous conclure ça? Parce que de toute façon, c'est le début d'une série, mais quel serait ton mot de la fin d'un point de vue technologique? Oui, en fait, c'est mon erreur. J'aurais dû faire des démonstrations plus courtes. Je voulais faire une synchronisation d'un projet de GMAP Server à GMAP Cloud, mais je pense qu'on a très bien compris le principe. Très rapidement, GMAP Cloud, c'est une plateforme qui évolue continuellement. On développe la plateforme en mode DevOps. Il y a des développements qui vont apparaître sur la plateforme à chaque semaine ou à chaque 2 semaines. Il va y avoir des évolutions. Des projets dignes de mention qui sont en cours de développement par notre équipe de développement. GMAP Cloud Studio, donc la plateforme, l'interface visuelle de configuration des couches. Un plugin pour QGIS pour pouvoir travailler avec des projets de GMAP Cloud directement dans QGIS. Le support des MNT, des modèles numériques de terrain avec visualisation 3D dans GMAP-NG. Et le single sign-on, pour que les organisations qui utilisent déjà des gestionnaires d'identité externes comme Azure Active Directory ou Okta puissent se connecter à la plateforme en utilisant leur compte existant. Donc, voilà la dernière slide de la présentation. Donc, ce qu'il y a de bien dans le cloud, puis en DevOps, c'est que ces gens-là, les utilisateurs, les clients vont voir les évolutions en continu, sans disturber, sans déranger leurs données. Par contre, d'un point de vue fonctionnel, ça s'améliore en continu. C'est bien ça? Exactement, sans avoir à gérer de mise à jour, de version, de fixe ou quoi que ce soit. Donc, on fait tout le travail du côté cloud. OK. Je ne sais pas si, Jacques, tu voulais ajouter un mot. Il y a un petit tirage aussi. Rapidement, je voulais remercier Jean-Robert pour cette très belle présentation. Comme toujours, Jean-Robert est capable de vulgariser très bien les choses. Puis remercier évidemment toute l'équipe de K2 qui a été impliquée de près ou de loin, là, directement ou indirectement au développement du produit, qui est pas fini, comme on vient de le dire, qui va se faire en mode continu en DevOps. Alors, puis c'est le mot de la fin. Puis remercier évidemment tous les participants à ce